Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous. On retrouve aujourd'hui le docteur Samuel Salama après un épisode sur les dyspareunies que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Nous allons aborder aujourd'hui la prise en charge d'une patiente atteinte de vaginisme. Gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction, andrologue et sexologue, le docteur Salama nous partage son expérience avec Léa pour le micro des gynécos. Bonjour docteur Salama, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sexo sur la chaîne du micro des gynécos. Bonjour Léa, enchanté et ravi de vous revoir. Donc on a eu un épisode sur les dyspareunies, mais aujourd'hui on va aborder plus précisément le vaginisme afin de mieux comprendre et orienter et aider nos patientes face à ce symptôme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le vaginisme ? Oui, tout à fait. Le vaginisme, c'est une impossibilité d'avoir une pénétration vaginale, quelle qu'elle soit. Alors, la nouvelle classification dans le DSM-5 est un petit peu trouble, est un petit peu pas claire et différencie pas très bien vaginisme et dyspareunie. Je préfère celle du DSM-4 qui est claire, puisqu'elle parle d'une contraction involontaire, répétée, persistante des muscles périnéaux qui entourent le tiers externe du vagin et qui, en cas de tentative de pénétration par le pénis, le doigt, le tampon, le spéculum, bloque complètement et empêche cette pénétration. Et bien sûr, cette affection n'est pas liée à une affection médicale générale. Le CIM-10 remploie un petit peu les mêmes mots, puisqu'il va parler d'un spasme des muscles du plancher pelvien qui entoure le vagin et qui entraîne une occlusion à l'ouverture vaginale. L'intromission est impossible, c'est le vaginisme, ou douloureuse, c'est les dyspareunies profondes, c'est les dyspareunies superficielles par hypertonie des releveurs. Ok. Et donc quels sont exactement les symptômes de ce vaginisme ? Les symptômes, ils sont simples. C'est que quand la patiente essaye ou quand son partenaire essaye de rentrer dans le vagin, c'est pas possible. La patiente n'a jamais pu mettre un doigt, la patiente n'a jamais pu mettre un tampon, parce qu'elle n'en a pas forcément envie. Et puis, avec son partenaire, elle est très amoureuse, elle a envie d'avoir un rapport sexuel. Et puis, quand il s'approche, oui. Puis, dès qu'il arrive à l'entrée, non, c'est pas possible. On est vraiment sur un réflexe qui empêche l'entrée. Non douloureux. Il n'y a pas d'entrée possible. Le réflexe, il est avant même la tentative d'entrée. Ok. Et ça touche combien de pourcentage de nos patientes ? Alors, en fait, c'est assez variable en sexologie en fonction de l'obédience du sexologue. Est-ce que c'est un gynéco-sexologue? Est-ce que c'est un urosexologue? Est-ce que c'est un médecin généraliste sexologue? Est-ce que c'est un psychiatre? Est-ce que c'est une sage-femme? Est-ce que c'est un kiné? En fonction, c'est différentes indications de motifs. Ça peut aller de 6% de motifs de consultation en sexo à près de 30% pour certains qui sont spécialisés là-dedans. Globalement, on s'accorde à dire que c'est 0,5 à 1% des femmes qui aujourd'hui seraient atteintes du vaginisme. Et je vous rappelle que 5% des mariages ne sont pas consommés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel avec pénétration dans 5% des mariages. Et comment on établit le diagnostic de ce vaginisme ? Alors, il y a différentes approches aujourd'hui. La société a changé. Dans les années 60-70, les femmes se mariaient, puis avaient un rapport sexuel, et puis là, le rapport sexuel n'était pas possible. Donc, venez en consultation pour nous dire le rapport n'est pas possible. Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes débutent leur sexualité de manière non mariée, et puis elles ont un premier petit copain, et puis ils essayent, ça marche pas, puis un deuxième, et puis ça marche pas, puis elle comprend pas, puis elle va sur Internet, et puis elle va chercher sur Internet, et bien sûr, elle arrive avec son diagnostic de vaginisme qui est déjà posé, puisqu'elle vient en nous disant docteur, je crois que je suis vaginiste. On peut le retrouver aussi parfois en consultation de femmes chez qui on essaye de faire un frottis, chez qui on essaie de faire un examen gynéco, mais c'est pas possible, c'est compliqué. Elles n'arrivent pas à ouvrir les jambes, elles n'arrivent pas à se détendre, elles n'arrivent pas à laisser approcher. Donc voilà. Donc ça peut être des femmes jeunes, ça peut être des femmes de 20 ans qui débutent leur vie sexuelle, mais ça peut aussi être des femmes de 35-40 ans qui sont en couple, qui ont une vie sexuelle qu'elles disent elles-mêmes épanouie, et en fait qui viennent nous voir avec un désir de grossesse.
en disant, bah tiens, il serait peut-être temps de faire un bébé. Vous voyez, et les rapports sexuels, comment ça se passe? Alors, docteur, faut qu'on vous dise, les rapports sexuels, c'est compliqué. En fait, on n'y arrive pas. Mais voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, qui ont des caresses, qui ont des bisous, qui ont du plaisir, mais sans pénétration. Généralement, bah, c'est pas anodin. Monsieur est du genre plutôt non insertif. Il a des troubles de l'érection, donc en fait, ils se sont très bien trouvés ensemble. Ils ont fait couple, mais à 35-40 ans, ils décident de faire un bébé, et donc il va falloir les aider là-dessus. Donc, le vaginisme, c'est l'impossibilité d'être pénétré, et c'est souvent déjà décrit par la patiente qui vient avec son diagnostic. Et les causes du vaginisme, est-ce qu'on les connaît? Elles sont multifactorielles, j'imagine? Alors, elles sont multifactorielles, mais elles sont le plus souvent sur un terrain de patientes peu éduquées, souvent anxieuses, qui ont une composante phobique. Généralement, alors quand je dis peu éduquées, c'est que dans la famille, on n'a pas parlé ou très très peu parlé de sexualité, et c'est une zone qu'on connaît pas. Globalement, elles se sont pas explorées, quoi. Elles ont jamais regardé, elles ont jamais touché. C'est quelque chose qu'on fait pas. Il y a une composante phobique sur cette pénétration parce qu'en fait, dans leur tête, elles se sont construites avec une dysmorphophobie et un vagin qui est tout petit. Un vagin qui est tout petit et qui ne peut pas admettre un pénis. Si le pénis y rentre dedans, ça va tout déchirer. Donc elles se construisent sur un réflexe. Quand quelque chose veut rentrer, elles ont un mécanisme de défense. Quand vous vous posez la main sur une plaque chaude, bah, vous retirez la main parce que ça brûle. Et ben elles, quand il y a quelque chose qui va rentrer, et ben elles ont un mouvement de fermeture et de dérobement, bah, pour ne pas que ça rentre, parce que ça ne peut pas rentrer. Si ça rentre, ça va tout déchirer. Ce qui est intéressant, c'est de demander à ces femmes de dessiner leur vagin sur du papier A4. Vous leur donnez une grande feuille et vous leur dites, bah, voilà, dessinez-moi votre vagin en taille réelle. Et elles vont vous dessiner quelque chose de tout petit, tout petit. Donc, globalement, il y a 90% des femmes qui ont un vaginisme d'origine phobique, c'est-à-dire que elles ont peur de cette pénétration parce que pour elles, la pénétration va tout casser, va tout déchirer, et que bah, elles ont une dysmorphophobie sur la taille de leur vagin. Il est tout petit, elles ne se connaissent pas, elles ont des fausses croyances par rapport à ça. Et il y a 10% des femmes qui ont un vaginisme non phobique, c'est-à-dire que elles n'ont pas peur de la pénétration, c'est pas un souci, on peut faire un examen gynéco, on peut mettre les doigts, mais en fait, elles ont peur de la grossesse. Donc, tant qu'il n'y a pas de risque de grossesse, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un risque de grossesse, la grossesse, elle est tellement pas envisageable, tellement pas possible, qu'au niveau vaginal, il y a vraiment un mécanisme de défense et de fermeture par rapport à ça. Ça, c'est les principaux diagnostics de vaginisme primaire, et c'est quand même la principale cause de vaginisme. Il y a quelques cas de vaginisme secondaire où bah, ça a plutôt bien marché pendant des années, il n'y a pas eu de souci. Et puis bah, parfois, il y a un événement identifiable, ça peut être une agression, un viol, un accouchement traumatique, un examen gynéco qui s'est pas bien passé, et puis bah, la patiente, elle a un blocage par rapport à ça, et il y a vraiment une fermeture, il y a vraiment une hypertonie complète des releveurs, une occlusion, et ça ne peut pas rentrer. Donc c'est vraiment un mécanisme de défense, mais ce vaginisme secondaire, il faut plus le concevoir comme une dyspareunie chronicisée. La patiente a eu mal, la patiente a peur d'avoir mal, et pour ça, bah, elle ferme. Donc, il faut plus le prendre dans la stratégie de prise en charge des disparus. Il y a une étude qui a été très intéressante qui a étudié les traits de caractère des patientes vaginiques, et ce qui ressort clairement, c'est que on est sur un degré d'anxiété qui est très 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 élevé. C'est des patientes qui vraiment sont très très anxieuses sur leur sexualité, mais aussi sur plein d'autres choses, et parfois bah, il y a d'autres phobies qui sont associées à ce vaginisme. Donc, on a vraiment toutes les caractéristiques de la phobie, hein, avec la sensation de peur d'être pénétré, la sensation de malaise à l'idée d'être pénétré, qui génère du stress. Il y a des représentations erronées, il y a des images de plaies béantes, d'éventration, et surtout, 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 encore une fois, comme dans toutes les phobies, il y a une ignorance et une méconnaissance du corps. Donc, le vaginisme, c'est vraiment une problématique psychologique. Le problème, il n'est pas en bas. Oui, il va falloir examiner la patiente pour éliminer une cause. On a déjà parlé dans un autre podcast des hymens épais, des hymens scléreux, des hymens non perforables. Il va falloir être sûr de dire à la patiente que anatomiquement tout va bien, pour la rassurer, elle est inquiète, elle est persuadée que c'est pas normal, et deux, s'assurer nous médicalement qu'il n'y ait pas d'autres problèmes pour pouvoir aller plus loin dans le traitement et la prise en charge du vaginisme.
Et j'imagine qu'on va mettre en place, pour prendre en charge ces patientes, on va leur proposer des solutions. Quelles solutions vous avez à leur proposer pour cette prise en charge? Eh ben, de faire connaissance avec elles-mêmes, de faire connaissance avec leur corps, en douceur et sans forcer. Donc oui, je pense qu'il faut explorer la patiente, vaginique, il faut l'examiner, mais il va falloir l'amener à accepter cet examen. Donc ça commence d'abord par de l'information, montrer des coupes anatomiques, montrer, des photos. On a, avoir quelques photos qui montrent, une vulve qui s'ouvre progressivement. Elles sont passionnées par ces images, elles les ont jamais vues. Donc vous allez sur internet, vous leur montrez ces photos, la patiente est curieuse. Et ça finit par la photo avec le spéculum, en place. Elle est très curieuse de voir ce qu'il y a au fond, de voir un col de l'utérus. Ça la rassure sur l'anatomie. L'anatomie des femmes est comme ça et elle est apte à pouvoir avoir une pénétration. Il faut lui faire comprendre que ça va être possible et qu'il va falloir faire un travail personnel. Il va falloir à la maison qu'elle aille s'explorer, qu'elle regarde avec un miroir, qu'elle touche, et il va falloir faire l'utilisation des dilatateurs. Donc il y a des dilatateurs vaginaux, il faut les prescrire à la patiente et lui demander de les utiliser du plus petit au plus gros avec plein de lubrifiants dessus pour qu'elle apprenne et qu'elle prenne confiance elle-même toute seule dans sa contenance vaginale, qu'elle comprenne que son vagin peut admettre un pénis et que ce n'est pas un problème. Mais ça, faut pas le faire avec son partenaire, parce qu'il va lui mettre la pression. Il faut qu'elle le fasse elle-même, tranquillement, gentiment, à son rythme. Donc, c'est important d'accompagner la patiente là-dessus. L'examen, je pense qu'il est essentiel, mais il doit être fait avec beaucoup de gentillesse, d'empathie, d'accompagnement avec la patiente, avec des règles du jeu, lui dire: «Madame, ce que je fais, je le fais dans votre intérêt. Madame, tout ce que je vais faire, je vous dis ce que je fais. Madame, vous me dites stop, j'arrête instantanément». Et puis, on va l'installer, on va lui demander de se relaxer, de prendre des grandes inspirations, de grandes expirations, de relâcher les jambes et de lui dire: «Regardez, je touche rien, je regarde et ce que je vois, c'est normal. Madame, si vous êtes d'accord, avec 2 doigts, je vais écarter les grandes lèvres pour voir. Madame, tout est strictement normal. Je vois, des petites lèvres, je vois un clitoris, je vois un introïtus vaginal, tout me paraît strictement normal. Madame, si vous êtes d'accord, on va essayer le coton-tige». Donc là, vous prenez un écouvillon pour les prélèvements vaginaux et puis, vous essayez de le rentrer tout doucement. Et là, vous demandez à la patiente: «Ça va? Oui. Bon, madame, vous n'êtes plus vaginique. On a pu rentrer quelque chose dans votre vagin. Il n'y a pas de problème anatomique. Vous n'êtes plus vaginique». Alors moi, j'ai vu beaucoup de patientes dans le cadre d'infertilité. Elles essaient de faire des bébés, mais le problème, c'est que, quand il y a pas de pénétration, c'est compliqué. Donc après, j'enchaîne en leur disant: Regardez madame, on va essayer, une échographie». Donc on met l'échographie sur le ventre. «Madame, je vois rien du tout et puis, si vous voulez, on peut faire l'échographie vaginale pour voir un petit peu plus vos ovaires et l'utérus». Et donc là, on prépare la sonde vaginale, on l'amène au niveau de l'introïtus vaginal. «Madame, mettez la sonde vous-même». «Ah non, mais vous pensez?» «Oui, oui, vous pouvez la mettre et tout». Donc elle commence à la mettre tout doucement. Nous-mêmes, on accompagne le mouvement et au moment où on se tourne vers l'écran, on dit: «Et regardez madame, là on voit la vessie, on voit l'utérus qui apparaît, l'endomètre, la muqueuse». Et clairement, ça se passe bien. Encore une fois, gentiment, progressivement, avec l'accord de la patiente. Une fois qu'on lui a démontré en consultation qu'elle n'était plus vaginique, là, c'est à la maison qu'il va falloir qu'elle fasse ses exercices du soir avec, l'exploration, l'utilisation des dilatateurs. Et j'aime bien en plus, si le partenaire est là ou sinon le marquer sur une ordonnance, prescrire du Sensen Focus et pas de pénétration pour que la patiente soit dans un cadre où elle peut garder de l'intimité avec son partenaire sans avoir l'angoisse qui lui demande une pénétration. Donc il y a des caresses, il y a du jeu, il y a des bisous, mais il n'y a pas de pénétration, donc elle est à l'aise, elle n'a pas cette pression de «Oh, et à un moment il va me demander d'être pénétré». On peut accompagner ça avec une, sexothérapie, oui, une psychothérapie éventuellement, surtout s'il y a des blocages éducatifs, s'il y a des blocages religieux, ça peut être intéressant d'essayer de dépasser un petit peu, les blocages et la censure morale qu'il y a derrière ça. Mais clairement, on ne guérit pas un vaginisme allongé sur un canapé, ça passe par la connaissance de soi, il va falloir explorer son corps. Rechercher dans le passé un événement traumatique, éventuellement, mais on n'en trouve pas toujours. Il y a des femmes qui ont malheureusement eu des agressions qui ne sont pas vaginiques, et il y a des femmes qui sont vaginiques et qui ont absolument rien dans leur passé. Cependant, c'est quand même intéressant parfois d'écouter un petit peu les histoires parce que, il y a des choses anodines qui ont pu passer et être décuplées et faire
des blocages par la suite. J'ai l'histoire, par exemple, d'une patiente. Quand elle était petite, bah, elle était au camping avec ses parents. Pardon. Avant ça, elle a demandé à sa mère, mais maman, comment on fait les bébés? Elle a 7 ans. Bah, pour faire les bébés, bah, le papa met son zizi dans la zézette de la maman et dépose la graine. Ah bon, d'accord. Et quelques semaines plus tard, elle est au camping avec ses parents. Et puis, bah, vite, ils sont en retard. Et puis, la femme dit à son mari, tiens, tu vas avec les enfants là pour vous doucher. Je finis de ranger et puis on s'en bat, on libère la place. Donc, le père se retrouve avec les 3 enfants à la douche. Tout le monde se lave. Le père, bah, enlève son caleçon, se lave le plus naturellement du monde. Et puis, bah, la fille voit le sexe de son père, éventuellement bien équipé, et dit, et le papa met son zizi dans la zézette de la maman. Mais c'est pas possible. Ça va jamais rentrer. Et la petite fille, depuis ses 7 ans jusqu'à ses 18 ans, se construit avec l'idée que c'est pas possible, ça va jamais rentrer. Et donc, elle a cette phrase qui tourne en boucle dans sa tête. Sinon, vous avez aussi l'histoire du mariage traditionnel, une jeune femme de 18 ans qui se marie, très contente de faire son mariage avec un mari qu'elle aime bien dans la tradition. Elle est restée vierge jusqu'au mariage et tout. Et puis, bah, le lendemain de la noce, elle retrouve ses copines. Il discute avec elle, et puis il leur dit, alors comment ça s'est passé? Aïe, 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 quand il est rentré, oh là là, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, et puis ça a saigné, oh là là, ça a déchiré, vraiment ça m'a fait mal. Bon, les copines, elles entendent ça, mais tu vas voir, ça va aller mieux après et tout, mais il y a la petite sœur de 9 ans qui était à côté, qui était pas loin, qui était curieuse, qui a laissé traîner l'oreille, et qui a entendu, ça fait mal, ça déchire, ça saigne, euh, et donc, elle se construit avec l'idée que le premier rapport sexuel, ça fait mal, ça déchire. Et donc, de ses 9 ans jusqu'à ses 18 ans, elle se retourne cette phrase en boucle. Et donc, bah, c'est normal de mettre après, en face, un mécanisme de défense. Donc, oui, on peut rechercher ces histoires. Oui, on peut rechercher du trauma, mais le vaginisme, encore une fois, c'est pas en réglant le passé qu'on pourra avancer dessus. C'est surtout en faisant connaissance avec son corps. Donc, les dilatateurs, oui. Rajouter du lubrifiant dessus, oui. Je ne suis pas forcément pour l'anesthésie locale, parce que, bah, encore une fois, c'est une discussion et une rééducation qu'il y a à faire entre le cerveau et le vagin. C'est une discussion qui doit y avoir. Et puis, bah, il y a quelque chose aussi qui se développe de plus en plus aujourd'hui, c'est le botox, les injections de toxines botuliques dans les muscles releveurs qui va relâcher en bas. Mais en tout cas, si ça doit être fait, c'est certainement pas en première intention. Ça doit d'abord passer par une sexothérapie, par une rééducation pour que bah il n'y ait pas une pénétration en bas sans que le cerveau ne soit prêt et apte par rapport à ça. Oui, mais merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a des thérapies qui sont plus aidantes que d'autres? Alors, il y a une belle étude qui a été faite il y a une dizaine d'années et qui a demandé à des femmes qui avaient guéri du vaginisme, qu'est-ce qui les avait le plus aidé. Et encore une fois, qu'est-ce qui ressort le plus là-dessus? Eh ben, c'est la sage-femme et le kiné. C'est vraiment ce qui leur a le plus apporté dans la démarche de guérison, encore une fois, parce que c'est de l'exploration physique du corps, c'est de la réappropriation physique du corps. La sexothérapie est importante, mais le plus important, le principal vecteur, ça reste l'exploration physique, la réappropriation de son corps. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les outils. La dilatation vaginale, c'était un des outils principaux là-dessus. La thérapie, l'examen gynéco les ont aussi aidés par rapport à ça. Un des éléments qui était aussi intéressant dans cette étude, c'était de se demander pourquoi elles ont voulu guérir du vaginisme. Et bien sûr, ce qui ressort, c'est pour avoir un rapport sexuel complet, pour plaire au partenaire, par la peur de craindre son partenaire, pour pouvoir mener une relation à long terme et pour pouvoir faire des enfants. Donc vraiment, les femmes ont besoin de se réapproprier leur vagin pour se sentir femme et pour pouvoir s'investir dans une sexualité complète. Il y a un élément qui est toujours intéressant aussi là-dedans, c'est dans les femmes qui viennent en couple, où ça fait 5 ans, 10 ans qu'elles sont en couple, et elles viennent pour un projet de bébé. Donc oui, c'est important de guérir le vaginisme avant ça, même s'il y a des femmes vaginiques qui sont tombées enceintes, on pourra en reparler juste après. Et par contre, quand vous guérissez une vaginique, quand vous lui redonnez l'accès à son vagin et qu'elle est en couple, n'oubliez pas de traiter le partenaire. Parce que si elle s'est mise avec lui, c'est qu'il est peu insertif. C'est qu'il a des troubles érectiles. Donc, ils se sont bien trouvés pendant un temps, mais une fois qu'elle a son vagin, il faut que son partenaire puisse suivre, sinon ça va encore recréer une dissonance dans le couple.
Et oui, vous parliez des femmes vaginiques qui sont tombées enceintes. C'est, aussi intéressant pour nous, obstétriciens, de savoir comment on examine, une femme vaginique, au cours de la grossesse et surtout au cours du travail. Comment on peut les aider à appréhender le mieux possible, l'accouchement? Bah, c'est une très bonne question. Il faut savoir que bon, il y a des femmes même sans pénétration qui peuvent tomber enceintes, hein, avec des frottis-frottas, à la vulve ou alors avec des auto-inséminations à la seringue, hein. Il y a des femmes vaginiques enceintes. Le souci, c'est que bah, on n'examine plus les femmes en cours de grossesse, hein. Si elles se plaignent d'aucun symptôme, on fait plus de touchés vaginaux qui n'apportent pas ou peu d'informations. Et bien souvent, on se retrouve à découvrir une femme vaginique en cours de travail. Elle vient, elle a des contractions, elle vient, elle a rompu la poche des os, et malheureusement, bah, personne s'était posé la question jusque-là. Et en fait, l'examen est impossible ou très 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 compliqué. Donc la meilleure des choses, c'est quand même de le dépister avant la grossesse pour pouvoir accompagner la patiente vers une réappropriation de son corps et simplifier les procédures médicales qui vont pouvoir s'en suivre derrière. Même sous péridurale, c'est pas forcément toujours simple et évident pour la patiente d'être examinée quand elle est vaginique. Et puis, il y a une chose qui doit être sûre. Alors, le vaginisme n'est pas une contre-indication à l'accouchement voix basse, hein. Les femmes vaginiques peuvent accoucher voix basse, même si l'effort de poussée pourrait être parfois un petit peu difficile pour elles. Ce n'est pas une indication de césarienne d'emblée. Maintenant, si la patiente demande explicitement une césarienne, est-ce qu'on ne doit pas l'accompagner vers ce chemin-là? Et est-ce que lui imposer une voix basse alors que résolument elle ne le veut pas, est-ce que c'est pas une certaine forme de violence obstétricale? C'est une réflexion à avoir. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une femme qui a accouché voix basse vaginique, eh ben, c'est pas ça qui va la guérir. Une fois qu'elle retourne dans le postpartum et sa sexualité, même s'il y a un bébé de 3 kilos qui est passé par là, eh ben, c'est pas pour autant qu'elle s'est réapproprié son vagin. Donc, il faut pas la laisser tomber. Il faut continuer à l'accompagner vers vraiment la réappropriation de son corps, auprès de spécialistes. Merci, de ces informations. Effectivement, c'est important qu'on les ait. Est-ce que vous auriez, un petit mot, une conclusion à nous faire sur cet épisode, sur le vaginisme? Le vaginisme, c'est rarement une pathologie que on découvre en consultation gynéco parce que bah, les patientes évitent le gynéco puisqu'elles en ont peur et qu'elles en ont vraiment pas envie. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui est évoqué, soit le vaginisme ou soit beaucoup beaucoup plus fréquemment les dyspareunies superficielles avec hypertonie des releveurs, encore une fois, ne pas abandonner cette patiente et essayer de l'accompagner au mieux vers une prise en charge parce que oui, on peut guérir du vaginisme. La plupart des vaginiques peuvent être guéris facilement et rapidement et c'est quand même un plus pour elles dans leur vie. Merci beaucoup, docteur Salama, pour cet épisode sur le vaginisme. On vous retrouvera prochainement pour d'autres épisodes de sexologie. Avec grand plaisir. À bientôt, Léa. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.